13h, 14h, Europe 1 Info. La suite à 13h46 sur Europe 1. Vous écoutez Clélie Mathias, et c'est le chroniqueur du jour, la journaliste et chroniqueuse sur CNews, Ksenia Fedorova, et le journaliste politique au Journal du Dimanche, Jules Terès. Alors, Volodymyr Zelensky est donc invité à Moscou. C'est ce qu'on a appris. Nous serions heureux de l'accueillir. Le conseiller diplomatique du Kremlin assure également que la sécurité du président ukrainien forcément serait garantie s'il se rend là-bas sur place et qu'en cas de rencontre, la discussion devrait être bien préparée et viser l'obtention de résultats positifs précis. Le ton a changé, Ksenia Fedorova. Mais c'est pas nouveau en fait. Il a déjà été invité comme ça à Moscou. Exactement. C'est pas nouveau parce qu'à un moment, Donald Trump a dit que ça serait bien que Vladimir Zelensky et Vladimir Poutine se rencontrent directement. Et dans ce moment-là, le Kremlin a dit qu'il est tout à fait possible de le rencontrer à Moscou, et Zelensky a refusé. Mais il ne faudrait pas plutôt un terrain neutre, entre guillemets ? Peut-être, mais je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas encore où cette rencontre est possible. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore les points qui ne sont pas réglés. Je pense que Poutine est prêt de voir Zelensky, mais quand il y a des choses à signer. En fait, il y a des choses à signer. Discuter, signer, mais quand les points sont pas encore, ils se trouvent pas encore on the same page, comme on dit, il n'a pas encore un compromis. Je pense pas que ce rendez-vous va prendre place. Après, il y a aussi les rumeurs que Poutine et Trump vont se voir bientôt en Hongrie. On a vu ça dans les médias plutôt américains. Donc c'est tout à fait possible. Mais je pense qu'il reste toujours ces lignes rouges, comme pour la Russie, comme pour l'Ukraine. On a parlé, ce sont les questions territoriales et les questions de garantie de sécurité. Il y a d'autres pourparlers qui vont avoir lieu d'ailleurs ce week-end, je crois, à Abu Dhabi. Exactement, c'est entre les deux équipes. Et j'ai vu que Marc Rubio a dit que les Américains ne seront pas présents cette fois. Donc c'est intéressant parce qu'apparemment il y a les choses à discuter. Je veux aussi que la Russie a aujourd'hui échangé les corps des soldats ukrainiens pour les corps des soldats russes. La Russie a donné 1000, en revanche récupéré seulement moins qu'une centaine des corps. Et on peut parler aussi en fait de cette différence quand on parle des chiffres. Ah bah j'allais y venir. C'est le Center for Strategic and International Studies qui vient de publier une nouvelle estimation chiffrée des pertes militaires de part et d'autre du front, donc côté ukrainien et côté russe. Elles sont colossales. Des deux côtés bien sûr. Alors attention, on parle de pertes. Donc par perte, on entend il y a à la fois les tués, les blessés et les disparus. Dans le camp ukrainien, les pertes humaines sont évidemment sévères. Les forces ukrainiennes ont subi entre 500 000 et 600 000 pertes. Encore une fois, tués, blessés et disparus. La population ukrainienne est 3,5 fois plus petite que celle de la Russie. Je le précise parce que du côté russe, les forces russes ont subi 1,2 million de pertes. Donc on a entre 500 et 600 000 d'un côté, 1,2 million de pertes. Ça veut dire que Moscou est dans une situation pour le moins inédite parce qu'il n'y a aucune grande puissance qui n'a enregistré de tels chiffres de soldats tués, on va dire victimes, depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est énorme le coût de cette guerre, le coût humain de cette guerre pour les Russes, Ksenia Fedorova. Vous savez, c'est toujours selon les sources en fait. Là, vous me parlez d'une organisation américaine, j'imagine c'est un think tank américain. Think tank, exactement. Donc, comment il prend ces chiffres ? Quelle est la méthodologie ? Alors, il dit lui-même que ce sont des estimations. Mais ça donne quand même un ordre de grandeur. Oui, mais en fait, oui, il y a toujours les différences entre les chiffres officiels qui viennent, par exemple, de l'Ukraine ou qui viennent de la Russie et les chiffres des organisations. Après, il faut regarder qui est derrière ces organisations, comment ils sont... par qui ils sont financés, c'est aussi une question parce que ça peut aller aussi dans le sens de médias propagande. Oui, ça je l'entends bien. Mais par exemple, en Russie, si on fait le point, donc là, on dit, ce think tank américain dit environ 1,2 million de pertes militaires donc pour les Russes. En Russie, on dit, on est sur quel chiffre est donné à la population ? Les chiffres officiels ne sont pas si grands comme ça. Je pense que les vrais chiffres, on va les voir après la fin de la guerre. En tous les cas, aujourd'hui, c'est impossible de donner les vrais chiffres. Je pense qu'encore une fois, quand il s'agit d'échange des corps, là, on voit la différence. On voit qu'on donne beaucoup de corps là aussi, donc beaucoup de corps à l'Ukraine. En revanche, ils ne récupèrent pas assez. Est-ce que c'est parce que il ne veut pas les donner? Est-ce que c'est parce que les pertes sont moins par rapport à l'Ukraine? On ne sait pas, mais ça, c'est un fait qui est incontestable, malheureusement. Et alors, si je vous pose cette question, donc un coût quand même militaire humain qui semble être important,
Pour quel gain territorial, pour l'instant? Je n'ai pas très bien compris les questions. Alors, il y a de nombreux militaires, de nombreux Russes qui ont été tués, mais au niveau du territoire, qu'est-ce que la Russie a gagné? Mais ce n'est pas une question de territoire pour la Russie, c'est une question, déjà, c'est la question de Donbass et le peuple de Donbass, de l'Est de l'Ukraine russophone qui était bombardé par Kiev, qui demandait à la Russie d'intervenir pour en fait le sauver, parce que Kiev ne voulait pas du tout donner l'indépendance à cette région, et en fait voulait arrêter ces gens par la force. La première chose. La deuxième chose, c'est aussi, bien sûr, c'est question de sécurité stratégique pour la Russie, parce que l'OTAN à la frontière de la Russie, c'est parce que la Russie a dit à plusieurs reprises, et Poutine a dit dans son fameux discours de Munich, c'est inacceptable pour la Russie. Donc c'est aussi pour mettre l'Ukraine plutôt neutre. Vous savez, après 2014, les États-Unis sont placés, si je ne me trompe pas, 14 bases secrètes de CIA en Ukraine. Imaginez-vous comment c'est vu par la Russie si pour une seconde, par exemple, en Mexique à la frontière, ou en Canada à la frontière des États-Unis, il y a eu des bases russes, par exemple. Comment c'était vu? À Cuba, c'était la fameuse crise des Caribéens à l'époque, et c'était presque, on était à la point d'une guerre, troisième guerre mondiale à cette époque-là. Donc c'est une question plutôt stratégique pour la Russie de sa sécurité. C'est pas une question, on veut juste un petit peu plus de territoire, parce que la Russie c'est un grand pays avec beaucoup de territoire, avec des ressources. C'est pas du tout ça. Donc c'est vraiment une question plutôt existentielle si on parle de sécurité pour la Russie. Et est-ce que les Russes sont toujours prêts à payer le prix pour cette question existentielle? Je pense que les Russes sont toujours prêts, surtout parce que la réalité des terrains, c'est en fait, la Russie continue à avancer. Oui, si aujourd'hui, par exemple, la Russie... parce que je vois beaucoup des messages sur les réseaux sociaux, c'est suffisamment que la Russie retire des Donbass et tout se passe bien. Mais non, en fait, ça se passe pas bien parce que la population russophone qui était terrorisée par Kiev ne peut pas les laisser comme ça, évidemment. Un mot de Jules Torres avant qu'on parle de Jean-Luc Mélenchon vis-à-vis des gazoducs russes, justement. Quoi qu'il arrive, au-delà de la bataille des chiffres et de la bataille de la méthodologie, il y a trop de morts dans cette guerre. Il y a toujours des morts dans les guerres, mais là c'est vrai que c'est beaucoup trop. Ce sont des morts qui sont sur le continent européen pour une guerre qu'on aurait pu terminer depuis bien longtemps. Je crois qu'on n'en a jamais été aussi proche. C'est vrai qu'a priori, selon les médias américains, il pourrait y avoir prochainement une nouvelle rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump. D'ailleurs, Donald Trump qui a fait un geste extrêmement symbolique cette semaine. Je ne sais pas si vous avez vu, il a placé une photo de lui et de Vladimir Poutine en Alaska en août dernier, et il l'a placé dans une pièce de la Maison-Blanche, et ça a été perçu, en tout cas, comme un signe de réchauffement entre Trump et Poutine. Et Trump qui conserve de bonnes relations avec Zelensky. C'est la première fois depuis qu'il est revenu à la Maison-Blanche qu'il entretient des relations chaudes et non pas froides avec les deux.